Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez en direct dans BFM Politique. C'est François Ruffin qui est notre invité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, réalisateur. Votre documentaire Merci Patron a été récompensé. Vous êtes aussi candidat aux législatives dans la première circonscription de la Somme. Nous allons évidemment discuter ensemble avec Éric Brunet et Laurent Neumann qui sont avec nous comme chaque dimanche. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bienvenue. Nous sommes à 35 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Quand vous regardez ce qui se passe, François Ruffin, quand vous regardez les 11 candidats qui sont désormais les seuls à pouvoir concourir, quand vous voyez ce qui se passe dans cette campagne, vous êtes dans quel état d'esprit ? Bon, d'abord, moi, je fais pas la course de petits chevaux. Et même ça fait 18 ans que je fais un journal qui est Fakir. Et à l'intérieur, il n'y a pas de page politique, à savoir pas de page politique partisane. C'est pas notre truc, quoi. Moi, je sais que je voterai pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle parce qu'il représente une gauche qui se tient debout. J'étais hier à la manifestation Place de la République au milieu des gens. Et ça donne toujours un frisson d'être au milieu de tant de monde que ça. Et voilà, on a le sentiment d'une continuité de l'histoire. La lumière n'est pas éteinte, notre gauche est debout et voilà, donc ça, je prends. Alors, il y avait un rendez-vous hier, et nous allons y revenir avec Jean-Luc Mélenchon. Autre rendez-vous dans ce week-end très dense dans la campagne présidentielle, celui de Benoît Hamon, à la salle Accor Hotel Arena, Bercy, donc, aujourd'hui, plus de 10 000 personnes. Il s'adressait un peu à Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon. On va l'écouter. Il y a ainsi, mais je ne m'attarderai pas éternellement sur elle, dans notre pays une petite coterie qui fait l'éternel procès en illégitimité de la gauche. Et au fond, que nous disent-ils? Que nous disent-ils? Toujours la même chose. Abjurez. Dites que vous n'êtes pas de gauche, que vous êtes progressistes, sociaux-libéraux, que sais-je encore. Ou alors dites que vous ne voulez pas gouverner. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon veut gouverner selon vous? Vous n'êtes pas son porte-parole une nouvelle fois, hein, François Ruffin. Est-ce que cette gauche-là elle a vocation à gouverner? En tout cas, moi, je veux qu'on gouverne. Alors, ça sera peut-être pas dans un mois. Il y aura peut-être une crise qui ouvrira un champ des possibles. Mais à ce moment-là, il faudra qu'on soit apte à être aux responsabilités. Et je veux qu'on le soit. Est-ce que vous faites partie des Français, François Ruffin, qui auraient aimé que Benoît Hamon discute avec Jean-Luc Mélenchon et trouve un accord pour qu'il puisse gouverner? Oui, bien sûr. Je considère Benoît Hamon comme étant quelqu'un de gauche, même si je pense que la fracture entre la droite et la gauche, elle passe à l'intérieur du Parti Socialiste. Je suis pas sûr que Benoît Hamon il gardera le Parti Socialiste après l'élection présidentielle, mais vous voyez, c'est ce genre de trucs, excusez-moi, avec des thématiques avec lesquelles moi je me sens pas super à l'aise. Bon voilà, j'entends le discours de Hamon. Moi j'étais dans le train, j'arrive d'Amiens, donc j'étais dans le train, donc j'ai vu passer quelques infos sur le site du Parisien et tout ça. J'ai vu d'ailleurs que Hamon, j'ai cru qu'il piquait un bout de mes discours parce que souvent je commence mes discours en disant, en repartant de la phrase de Hollande sur mon adversaire n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti et pourtant il gouverne. Et après le discours du Bourget. Ouais, voilà. Et moi je dis toujours attention, cet adversaire en vérité il a 1000 noms, 1000 visages, il a presque tous les partis et c'est pour ça qu'il gouverne. Et cet après-midi j'ai vu que Hamon avait dit exactement la même chose. Donc je pourrais signer cette phrase de Benoît Hamon. Le souci que j'ai, c'est que dans la foulée il fait applaudir Bernard Cazeneuve et François Hollande. Donc c'est sûr que pour leur rôle sur les attentats et contre le terrorisme. Mais, voilà, c'est vrai. Mais bon voilà. Donc si je vous pose cette question, en fait, c'est pas pour parler d'arrangement politique, c'est simplement parce qu'il y a des gens qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon, qui se disent tiens, peut-être pourrait-il gouverner, parce que si on fait de l'arithmétique électorale, ils ont une chance d'arriver au second tour et donc d'accéder au pouvoir. Vous-même, vous vous présentez, on va y revenir dans la Somme, pour accéder à l'Assemblée nationale. Au-delà des idées, il y a gouverné. Mais j'ai dit que j'aurais souhaité qu'il discute davantage. Maintenant, la situation est ce qu'elle est. Je suis dans cette gauche-là. Moi-même, dans ma circonscription, j'ai tout fait pour rassembler toute la gauche hors PS. C'est-à-dire, il y a avec moi les communistes, il y a la France Insoumise, il y a les écologistes, et voilà, il y a toute la gauche hors PS. Et il y a déjà des militants socialistes et des élus socialistes qui viennent chez nous parce qu'ils sentent que dans cette circonscription, nous sommes la gauche. Donc je pense qu'il y a la possibilité, en effet, d'incarner ça. Si vous me permettez, c'est passionnant ce que raconte François Ruffin, parce que dans sa circonscription, les Verts qui ont passé un accord national pour législative avec le Parti Socialiste, eh ben chez vous, ils défendent votre candidature, donc la candidature d'un candidat, si j'ose dire, Jean-Luc Mélenchon. Bah moi, vous savez, je suis... Donc en fait, les Verts, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis citoyen et je voulais vous dire qu'à titre personnel, en tant que citoyen, j'étais là à la manifestation d'hier et je voterai Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Maintenant, je viens pas pour dire que j'ai une force politique derrière moi et que tout le monde doit faire ce que je dois faire. Moi, je sais que je vois ce qu'il y a dans le
programme de Jean-Luc Mélenchon qui nous rapproche, aussi sur le terme sur le tempérament. On ne baisse pas les chines, on se tient droit face aux puissances d'argent, face à tout ça. Donc voilà, il y a quelque chose là-dedans que j'apprécie. Je vous dis ça parce que, en gros, vous commencez souvent vos discours en disant que vous n'aimez pas les querelles d'appareils, tout ça, le PS, etc. Mais en même temps, pour vous présenter, la première chose que vous faites, c'est de mettre d'accord les Verts, les communistes. Ah oui, mais non, c'est pas des querelles. C'est pas des querelles. Ouais, c'est pas comme les autres. Nous, on avait une boîte, par exemple, j'aurais pu vous l'amener, mais dans le train, ça prend de la place. Une boîte qui s'appelle le Magot des Ragots. Si vous dites du mal de Mélenchon, vous mettez 1 euro. Si vous dites du mal des communistes, vous mettez 1 euro. Si vous dites du mal des Verts, vous mettez 1 euro. Si vous mettez du mal de la CGT, vous mettez 1 euro. Il va y avoir de l'argent dedans. Justement, ça aide à faire se contrôler. Moi, c'est comme ça que j'ai construit. Et si vous dites du mal de la CGPME ou du MEDEF? Non, là, je dis pas que vous rappelez la mise, mais enfin, il n'y a pas de difficulté avec ça. Alors, juste une chose, c'est dommage que vous soyez dans le train, que vous ayez été dans le train cet après-midi, parce que Hamon, quand même, pour la première fois, et alors que j'ai toujours défendu l'idée que c'était un personnage politique différent de Mélenchon, bien évidemment, là, il a cité Jaurès, les congés payés, Martine Aubry, Aragon, Jean Ferrat, Victor Hugo, Costa Gavras, Victor Schœlcher, l'anticolonialisme, Ben Bella, Taubira, Badinter, Simone de Beauvoir, le combat contre Devaquet, contre la CPE, Léon Blum, Léo Lagrange, les congés payés. Là, on était dans l'imaginaire que Mélenchon fait brillamment revivre d'ailleurs dans chacun de ses meetings. Alors là, on a vraiment eu l'impression d'être chez Mélenchon. Il y a une proximité presque gênante. En plus, dans les sondages, ils s'approchent l'un de l'autre. Là, pour la première fois, je me suis dit, bon sang, il y a 2 candidats un peu redondants. Moi, je regrette. La seule chose que je regrette, c'est que le Parti socialiste il soit de gauche quand il est dans l'opposition, et on croirait qu'il est d'ores et déjà entré dans l'opposition et qu'il redevienne de droite chaque fois qu'il est au gouvernement. Donc voilà, il y a quelque chose qui... Mais encore une fois, moi je ne veux pas dire du mal de Benoît Hamon, que je trouve que quand il répond à la télé, là, que lui, sa dette, la dette qui l'inquiète le plus, c'est pas les milliards d'euros qu'on doit aux spéculateurs, mais c'est la dette sur la nature, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, j'ai pas envie d'être, parce que je soutiens Jean-Luc Mélenchon, me mettre à taper sur Benoît Hamon et rentrer dans tout ça, ça m'intéresse pas. Vous savez, alors justement, j'allais revenir à ça, François Ruffin. Là, j'ai le truc des Whirlpool. Je suis avec les auxiliaires de vie sociale qui vont perdre 30% de revenus. Je suis allé au Secours populaire à Abbeville où je vois des gens qui n'ont pas de quoi payer des licences de foot pour leurs gamins. Leurs gamins peuvent pas faire de foot. Et il y a une maman qui mange un repas le soir et qui mange pas le matin et le midi. Voilà, je vis au milieu de ça. Et c'est ça que j'ai envie de vous amener. Parce que là, moi, quand j'entends la télé ou que j'entends la radio, j'ai un sentiment d'un petit monde clos qui a du mal à respirer. Et respirer, c'est aller voir les gens, savoir comment ils vivent, et puis trouver des solutions concrètes à leurs difficultés sociales notamment. Alors, il y a marqué Picardie debout. C'est avec cette étiquette que vous présentez face aux Français dans votre circonscription première de la Somme. Ce sera donc au mois de juin pour les législatives. Juste par souci d'équité, pour l'instant la liste n'est pas arrêtée, mais il y a Salwa Barjout qui est candidate UDI a priori, il y a Jean-Marie Bertelli, il y a Pascal Boitard, secrétaire d'État socialiste, Stéphane Decailleux pour les Républicains, Franck Delapersonne qui est ce comédien qui a rejoint Marine Le Pen. Évidemment, une voix à l'Assemblée nationale, c'est une voix qui compte, François Ruffin. Mais avez-vous la sensation qu'aujourd'hui, le Parlement français a suffisamment de poids pour infléchir, justement, ou en tout cas forcer le bras d'un grand groupe qui décide de délocaliser son usine? C'est le cas de Whirlpool. Il y a 290 personnes qui travaillent, délocalisation en Pologne, la fabrication de ces sèche-linges. Est-ce qu'on fait le choix de l'impuissance ou on fait le choix de la puissance? Pour l'instant, le choix qui est fait par le Parlement, mais je dis pas que demain j'aurai la majorité pour faire basculer ça, mais c'est le choix de l'impuissance. Et là, Bernard Cazeneuve, il est venu à Amiens, il a proposé une ligne de TGV, il a proposé 10 millions pour l'hôpital. Bon, très bien, on prend ça, mais à aucun moment il dit, bah voilà, on a un adversaire face à nous. Cet adversaire, on subit une véritable agression de cette multinationale qui est Whirlpool. Eh bien, on va se donner tous les moyens possibles pour y répondre, en termes d'expropriation éventuellement, en termes de interdiction de vente des produits français sur le territoire national, en termes à long terme, revenir avec une politique commerciale avec des taxes aux frontières, des barrières douanières, des quotas d'importation. Il ne met en branle aucun de ces outils-là. Il ne pose pas Whirlpool comme étant un adversaire, alors qu'en face, moi je le nomme quand même, on a un patron, le PDG de chez Whirlpool, qui s'appelle Jeff Fettig, qui gagne 13 millions d'euros par an. Ça signifie que ce patron, à lui tout seul, il gagne autant que les 290 salariés de chez Whirlpool, que les 50 du sous-traitant Prima, et que la centaine d'intérimaires qui bossent aussi dans l'usine. À lui tout seul, il gagne autant que ça, et lui vient dire aux salariés, vous êtes trop payés parce qu'on a trouvé on va
faire reproduire à Lodz en Pologne, où ça nous coûte 480 € par mois par salarié, mais surtout on va employer des Ukrainiens ou des Bulgares à l'intérieur de cette usine polonaise qui seront payés 450. Mais bon, on voit bien que là, on a un cas d'école d'une Europe qui débloque complètement. Il ne peut que se faire détester. Or, ils ont eu 5 ans de responsabilité. Je dirais, ils ont eu 30 ans de responsabilité pour nous construire une autre Europe. Sur la scène des Césars, lorsque vous êtes récompensé pour un documentaire, vous interpellez François Hollande et vous lui demandez de se bouger le cul, c'est votre phrase. Oui. Et il y a Bernard Cazeneuve qui est venu, hein, vous venez de le dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus, selon vous? Il n'y a pas plus parce que je pense que moi je vois ça comme un souci de classe. À quelle classe appartiennent la classe des commentateurs que nous sommes ici ou la classe des élus qui se trouvent à l'Assemblée nationale? Quand il y a aussi peu de députés qui sont issus du monde ouvrier, et les familles, elles ne sont pas choquées de ces élus, elles ne sont pas touchées par ces délocalisations qui ont lieu depuis 30 ans. De ce fait-là, il n'y a pas de réponse politique urgente. C'est ce que je disais sur la scène des Césars. Mais imaginons qu'on propose demain de délocaliser l'Assemblée nationale à Varsovie. Mais immédiatement, il y aurait un projet de loi. On dirait pas non, mais c'est pas normal. Mais imaginons qu'on décide que finalement, Jean-Baptiste Boursier, on a beaucoup moins cher avec Jean-Baptiste Boursierovitch. Vous voyez? Eh bien, je pense que ça ferait scandale qu'il y aurait des médias qui s'en emparaient, ainsi de suite. Comme ce sont des ouvriers, comme ils n'ont pas voix ou rarement dans les médias, comme ils ont pas des émissions entières qui leur sont consacrées, ça passe à moitié comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que on vient, Cazeneuve, il a une belle gueule de croque-mort, il vient à un enterrement, il vient pour procéder aux funérailles, il vient jeter quelques pelletées de millions sur le cercueil pour dire voilà, je suis avec vous, j'ai de la compassion pour vous. Ça, de la compassion, ils en ont tous de la compassion. Mais maintenant, ce qu'on leur demande, c'est pas d'avoir de la compassion, ce sont des élus, c'est de prendre des décisions, de faire des choix politiques et d'être habités par une volonté. Aujourd'hui, ils sont pas habités par cette volonté. Éric Bonnet. Deux pistes pour réfléchir à la situation Whirlpool que vous décrivez très bien. Soit, on fait en sorte que le modèle social français soit moins coûteux et à ce moment-là, les entreprises françaises seront moins taxées et on sera sur un niveau comparable à certains voisins européens, pas aux Chinois bien évidemment, mais à certains voisins. Soit deuxième scénario, le scénario protectionniste qui séduit beaucoup de gens, qui a séduit aux États-Unis Trump, qui séduit Marine Le Pen, qui séduit Jean-Luc Mélenchon et d'autres. Vous êtes plutôt... Vous n'avez pas honte d'ailleurs, vous dites... Enfin, quand je dis vous n'avez pas honte, vous dites j'ai un peu honte de le penser, vous avez écrit un bouquin en 2000... J'ai pas honte du tout. Non, mais c'est une forme... Non, attendez. J'ai pas du tout dit que j'avais formulation amusée. J'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'heure grande trouille, journal intime de mes pulsions protectionnistes. De mes pulsions protectionnistes. Oui, vous le dites avec humour. Vous le dites avec humour. Un jour, vous vous êtes dit, l'issue, c'est le protectionnisme. Vous savez, un jour, c'est pas un jour, je me suis pas réveillé un matin frappé par cette idée. Je veux dire, j'habite Amiens. Ça veut dire que cette situation des Whirlpool, là, en ce moment, vous savez, c'est Dunlop. Dunlop, 75 emplois supprimés. On nous disait, il y a les méchants de chez Gourdieur, c'est pour ça que l'usine, elle ferme et tout ça. Et puis, il y a les gentils de chez Dunlop. Là, l'usine, elle va être gardée, la production va être... Bon, ça y est, la production, elle commence à décliner. Il y a 75 licenciements et on leur répète tous les matins, votre rendement, ça va, votre qualité, ça va. Ce qui va pas, c'est vos coûts. Vos prix de votre pneu, il est à 21 € ici, il est beaucoup moins cher en Slovénie. Donc voilà. Donc, je me suis pas réveillé un matin. Je vis avec ça dans cette ville depuis la fin des années 90. Et ça existe antérieurement. Dans mon film, ça remonte aux années 80. Donc voilà, c'est pas. Donc après, je suis allé interroger les intellectuels. J'ai réfléchi à qu'est-ce que c'était, quelle politique commerciale on pouvait mettre en œuvre, pourquoi on avait renoncé à cette politique commerciale et ainsi de suite. Mais j'ai pas été choqué. J'ai pas eu la lumière qui m'est tombée dessus un matin, quoi. Je sais qu'on va pas être d'accord, vous et moi. Non, je crois pas. Mais le modèle social français, c'est 850 milliards d'euros par an payés par les contribuables français. Et si c'était ça qui était trop lourd, et si c'était ces charges qui pèsent sur les salariés, tout le monde à travers la TVA et sur les entreprises qui nous empêchaient d'être compétitifs. Et si c'était là qu'il fallait creuser, c'est plus courageux, c'est plus iconoclaste, surtout quand on est de gauche. Mais si elle était là, la solution. Non, mais vous savez, pourquoi ça ne marche pas le modèle social français? J'ai amené un graphique là. Je comptais montrer de l'autre côté, mais je vous montre celui-là. C'est la baisse de l'impôt sur les sociétés qui s'est déroulée depuis le milieu des années 80. En 1984, on est encore à 50% d'impôt sur les sociétés. Là, on est passé à 28%, ça sera pour tout le monde bientôt, et on envisage de passer à 25%. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? C'est qu'on est en économie ouverte, et on dit attention, les capitaux vont fuir, et les sièges des sociétés vont fuir et tout ça. Et donc, cette pression sur le modèle social français, elle existe parce qu'on est en économie ouverte. Donc, il faut réguler. Donc, il faut permettre, parce que ce que vous décrivez comme étant des charges, excusez-moi, mais c'est l'hôpital.
C'est le droit. C'est le droit à la santé, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à ce qui, moi, m'est le plus cher et qui est déjà en danger. Aujourd'hui, l'hôpital est au bord de la crise de nerfs. J'ai dans mon Il y a des hôpitaux publics autour de nous, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre. Le système de soins allemand est loin d'être plus mauvais que le nôtre. Je suis pas spécialiste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les autres aussi ont des enfin, oui, mais là, la concurrence, elle est quand même avec la Slovénie. Et je redis, vous, Monsieur Brunet, je sais pas combien vous gagnez. Je vous demande pas de me sortir ma feuille de paye ici. Mais je suis pas sûr que vous soyez concurrentiel avec un éditorialiste slovène. Et que si on vous demandait d'être compétitif avec un éditorialiste slovène, même si on baissait les charges et puis tout ça, vous ne le seriez pas. Donc il y a un problème qui est d'une autre nature que on va encore aller gratter un petit peu à la baisse. Vous êtes très, très convaincant sur les délocalisations. En plus, faut dire la vérité, ça fait 20 ans que ça dure, hein, c'est pas un sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aussi remonté contre, par exemple, la directive travailleurs détachés? Oui. Il y a une vraie polémique en ce moment sur la fameuse clause Molière qui impose de parler français sur les chantiers. Est-ce que c'est une bonne réponse ou pas? Bah non, c'est pas une bonne réponse. Est-ce que d'abord il faudrait obliger tous les quartiers généraux, les sièges sociaux qui se trouvent à la Défense à parler français aussi? Est-ce que toutes les directions d'entreprise, elles sont obligées de parler français, de communiquer, d'envoyer des mails ou des courriels plus exactement en français et non pas dans la langue de Shakespeare, dans la langue de Molière aussi. Donc si il s'agit d'adopter la clause de Molière, je souhaite qu'elle soit adoptée aussi par les PDG ou d'abord par eux et par leurs équipes. Et ensuite non, je pense pas du tout que ça soit une bonne solution. Moi, donc faut arrêter la directive travailleurs détachés. Ah oui, moi je suis contre la directive travailleurs détachés. Ça relève pour moi d'évidence. Si on est sur le sol français, on doit travailler avec les droits sociaux français. Et donc aussi avec les cotisations sociales françaises. Donc le problème, c'est pas la fraude à cette directive, c'est la directive elle-même. Oui. Est-ce que, on en a un peu parlé tout à l'heure, François Ruffin, mais est-ce qu'une ligne de chemin de fer, est-ce que 900 formations aux emplois numériques, aux énergies renouvelables, ce que est venu annoncer Bernard Cazeneuve, c'est tout de même de nature à changer un peu la situation? Tout ce qui est à prendre, Amiens le prend. Mais d'abord, il faut voir qu'en fait, on subit un double choc. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie picarde, mais on subit un double choc qui est le choc de la désindustrialisation. Et en fait, le choc d'avoir eu la fusion des régions, la disparition de la Picardie, à laquelle moi je suis très attaché, et la fuite de centaines d'emplois qui ont été des emplois mieux payés de fonctionnaires de Amiens vers Lille. Et en fait, Bernard Cazeneuve, il vient un peu répondre à ça. Mais là, il met un pansement sur un saignement, sur une hémorragie. Je veux dire, et quel est le projet de dire il y a une liaison qui va se faire avec Roissy? C'est de dire maintenant, vous allez devenir des agents d'entretien pour aller bosser à Roissy? En gros, je pense qu'il y a quelque chose qui relève de cette nature-là. L'emploi ne sera plus sur place, il va falloir qu'on aille le chercher ailleurs. Mais mais voilà, qu'on dise pas que la réponse, on peut construire des lignes de chemin de fer sans considérer que c'est une réponse à une désindustrialisation. Le rapport, il y a rien comme rapport, quoi. Non, j'ai été frappé juste d'un mot, il se trouve que la circonscription où se présente François Ruffin, c'est exactement là où est né, grandi Emmanuel Macron, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et il est évidemment dans cette campagne. Comment vous le regardez, Macron? Alors qu'il vient de chez vous? Je regarde son programme avec très peu de sympathie, ça vous étonnera assez peu. Juste pour revenir à la situation... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a connu les mêmes réalités que vous à Amiens. Non, mais d'abord, moi, les réalités, je les ai pas connues par mon enfance. Je suis pas un fils du peuple, comme le dirait Maurice Thorez, mais je l'ai connu parce que ça fait 18 ans que je fais un travail de reporter. Et dans le métier de journaliste, je suis très attaché à la fonction du reporter, qui en effet se déplace dans les maisons de retraite et ainsi de suite, et tend l'oreille. Donc voilà, Emmanuel Macron, il n'a pas eu exactement ce parcours là à la sortie de Sciences Po et de l'ENA, puisqu'il est allé travailler dans la banque Rothschild. Et sans doute qu'il n'a pas eu les mêmes propos qui lui sont revenus à l'oreille, vous voyez. Merci beaucoup, merci François Ruffin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans BFM Politique sur BFM TV. Eric Brunet, Laurent Neumann, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.